L'opération Barbarossa ne fut pas qu'une invasion. Ce fut le coup le plus ambitieux, le plus sanglant et le plus décisif de Hitler. Et le début de la fin du Troisième Reich. À l'été 1941, l'aube du 22 juin scinde l'histoire en deux. Tandis que des milliers d'avions décollent et que les trains allemands grincent vers l'Est, à Moscou, la radio continue de jouer comme si de rien n'était. Entre ces deux mondes, bat une idée qui change tout. Espace vital, guerre idéologique et foi aveugle dans l'idée que l'URSS n'est qu'un colosse aux pieds d'argile. Barbarossa ne fut pas seulement une invasion. Ce fut un pari total. Le pétrole du Caucase, le blé d'Ukraine et une victoire avant la première neige. Des cartes remplies de flèches et des routes noyées de boue. Des radios qui ordonnent d'avancer et des moteurs qui refusent de démarrer à moins 30 degrés Celsius. Ce furent des encerclements, encore et encore, jusqu'à ce que le calendrier et la résistance soviétique disent stop à la Wehrmacht. Mais comment l'Allemagne est-elle passée des triomphes éclairs à un front figé? Pourquoi Staline a-t-il ignoré tant d'avertissements? Qu'est-ce qui a le plus pesé? L'idéologie, la logistique ou le climat? Et à quel moment précis le mythe de l'invincibilité allemande s'est-il brisé devant Moscou? Aujourd'hui, nous allons raconter Barbarossa pas à pas. La préparation secrète, le choc du 22 juin, les gigantesques encerclements, la Rasputitsa, l'hiver et la contre-offensive qui sauva la capitale. Avec clarté, sans fioriture et dans le respect de ceux qui ont vécu la guerre chez eux, pas seulement sur les cartes. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, on explique les campagnes et les batailles qui ont changé le monde. Ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, et ce que cela a laissé derrière. Et maintenant, on y va. Paraît avoir conquis la France en 1940 et repoussé la Grande-Bretagne hors du continent, Hitler se sent invincible. La recette de la victoire paraît indiscutable. Coup rapide, concentration des forces, commandement flexible et aviation tactique qui désarticule l'adversaire avant qu'il ne puisse se réorganiser. Après la défaite de la Norvège, l'Allemagne a sécurisé le fer suédois et une fenêtre stratégique sur l'Atlantique. Et au printemps 1941, les campagnes contre la Yougoslavie et la Grèce ont confirmé le prestige de la Wehrmacht et nourri l'idée que le Reich pouvait ouvrir des fronts dans des directions différentes tout en gardant l'élan. Aux yeux de Berlin, la guerre moderne a déjà son manuel. Surprise, vitesse et anéantissement en poche d'encerclement. Mais sous cette confiance sourde, une réalité gênante. L'Allemagne manque de ressources essentielles. L'économie de guerre du Reich a besoin de pétrole pour ses panzers et son aviation, de caoutchouc pour les pneus, de métaux spéciaux pour les blindages et surtout de nourriture pour des millions de civils et de soldats. Les réserves internes sont limitées et le blocus britannique renchérit et complique le commerce d'outre-mer. Sur les cartes du haut commandement, l'Est apparaît comme la réponse. Le pétrole du Caucase, le blé noir d'Ukraine et toute une gamme de matières premières soviétiques promettent d'alimenter la machine militaire allemande. L'URSS et l'Allemagne sont deux régimes qui se détestent, mais qui, en 1939, ont signé le pacte Ribbentrop-Molotov. L'accord a découpé la Pologne, fixé des zones d'influence dans les pays baltes et ouvert une route commerciale intense entre les deux États. Un mariage de convenance qui a acheté du temps aux deux camps. À Staline, il a donné du répit pour se réarmer. À Hitler, la liberté d'écraser la France sans craindre un second front. Mais les deux chefs savent que le pacte n'est qu'un pansement, pas un engagement à long terme. Pour Hitler, le communisme est l'ennemi absolu de l'Allemagne. La guerre ne doit donc pas être une campagne limitée, mais une croisade pour détruire l'État soviétique et décapiter son élite. Dans cette logique s'impose le mot-clé
Lebensraum, l'espace vital. Un plan qui combine conquête militaire, colonisation et exploitation. L'Ukraine doit devenir le grenier du Reich, le Caucase, sa pompe à carburant, et les peuples slaves, une main-d'œuvre asservie ou déplacée. Côté soviétique, c'est la contradiction qui règne. Staline ne fait pas confiance à Hitler, mais il craint de provoquer une guerre avant d'être prêt. Les purges de 1937-1938 ont mutilé le corps des officiers et dégradé la qualité du commandement. L'armée rouge grossit et se modernise, mais avec des frictions. Communication fragile, coordination interarmes incomplète. Malgré cela, l'industrie soviétique augmente sa production. Apparaissent les chars T-34 et KV, et l'on vise à bâtir une force capable de tenir des chocs plus durs dans un avenir proche. En 1941, avec la Grande-Bretagne toujours debout et les États-Unis qui s'approchent du conflit, Hitler identifie une fenêtre d'opportunité. Il croit que, s'il détruit l'URSS par une campagne courte, Londres restera isolée et sans espoir d'appui continental. De plus, une victoire rapide résoudrait les pénuries énergétiques et alimentaires du Reich et consoliderait son hégémonie sur l'Europe. Les doutes de l'état-major sur la longueur des lignes d'approvisionnement, la boue saisonnière et l'hiver russe existent, mais la confiance dans la formule de la Blitzkrieg semble suffire à les reléguer au second plan. Pour Hitler, l'invasion n'est pas une option parmi d'autres. C'est la conséquence logique de son idéologie et de son économie de guerre. Pour Staline, le risque est réel. Mais l'espoir est que prudence et préparation suffiront à le repousser. Les trains continuent de rouler, les diplomates se visitent, et à la frontière, on empile munitions, carburant et cartes. Tout annonce une tempête qui, lorsqu'elle éclatera, ne cherchera pas seulement à vaincre l'ennemi, mais à refaçonner par la force le destin d'un continent. Dès la fin de 1940, le haut commandement allemand peaufine l'opération Barbarossa. Officiellement, rien n'existe. Officieusement, l'invasion de l'Est va absorber le carburant, l'acier et les trains nécessaires pour faire tenir le Reich. L'objectif est de détruire l'armée rouge dans des batailles frontalières, d'occuper le cœur politique et économique de l'Union soviétique et de forcer son effondrement avant que le climat et la logistique ne se retournent contre l'Allemagne. Des unités entières commencent à se déplacer. On renforce des ponts, on élargit des voies ferrées et l'on voit apparaître des dépôts de munitions et de carburant camouflés dans les forêts. Les ingénieurs font leurs calculs. Des topographes mesurent routes et points de franchissement sur la Dvina, le Dniepr et le Boug. Pendant ce temps, le renseignement militaire dresse le portrait de l'adversaire. Fortifications, nœuds ferroviaires, aérodromes, centres de commandement, réseaux radio. On archive des photos aériennes, on trace des itinéraires pour les colonnes motorisées et l'on marque des objectifs pour la Luftwaffe avec un niveau de détail qui impressionne même les vétérans de la campagne de France. La séquence prévue est claire, presque chorégraphiée. Rupture, exploitation, encerclement et anéantissement. La même recette qu'en Pologne, en France, en Yougoslavie et en Grèce, appliquée cette fois à une échelle inédite. Dans les QG, on répète le discours optimiste. Si l'on détruit les armées de couverture à la frontière, l'édifice soviétique s'effondrera en quelques semaines et son administration centralisée se désorganisera. 3 à 5 mois au maximum, de préférence avant les pluies d'automne, et en tout cas avant l'hiver. Pour y parvenir, les Allemands sont prêts à réaliser le plus grand déploiement terrestre de l'histoire jusque-là. Plus de 3 millions de soldats répartis en environ 150 divisions, dont 19 divisions Panzer. Le tout renforcé par plus de 3000 chars, 7000 pièces d'artillerie, quelques 600 000 véhicules motorisés et plus de 700 000 chevaux. Et depuis le ciel, pour les appuyer, la Luftwaffe mobilise plus de 2500 avions. L'opération prend la forme de 3 grands groupes d'armées. Au nord, le groupe d'armées nord doit traverser les États baltes, sécuriser les franchissements de la Dvina et marcher vers Leningrad, grand port de la Baltique et symbole de la Révolution. Sa chute isolerait la flotte soviétique, faciliterait la jonction avec la Finlande, refermerait la pince septentrionale. Au centre, le groupe d'armées centre
concentre la plus grande force blindée. Division Panzer et corps motorisés destinés à percer, pivoter rapidement et enfermer de vastes formations ennemies en poche. Son objectif décisif est Moscou, le nœud ferroviaire, industriel et politique par excellence. Au sud, le groupe d'armées sud doit entrer en Ukraine, capturer Kiev et le Donbass, et ouvrir la route vers les ressources du Caucase. Chaque groupe a sa mission, mais tous partagent la même doctrine. Vitesse, coordination interarmes et destruction par encerclement. Hitler, omniprésent, renforce la confiance. Il répète que l'URSS est un colosse aux pieds d'argile, que le bolchevisme s'effondrera sous des coups en chaîne, que les nationalités non russes s'écarteront, voire aideront. Sa conviction donne le ton. La guerre doit être réglée avant l'automne. Il n'est pas nécessaire d'occuper chaque parcelle, insiste-t-il, mais de détruire les forts ennemis et de prendre des villes clés. De plus, la victoire rapide a une récompense économique. Blé ukrainien, charbon et fer du Donbass, et au-delà, le pétrole du Caucase. Le tout allégerait le blocus britannique et placerait l'Europe continentale sous une seule direction. À l'approche des courtes nuits de juin, les pièces s'emboîtent. Le secret n'est plus total, mais l'ampleur du dispositif allemand et son rythme ne se révéleront que lorsque le coup partira. Les chefs de groupe reçoivent des directives échelonnées, les commandants de corps révisent les itinéraires, la Luftwaffe assigne des objectifs par heure et par aérodrome. On teste les clés radio, les sapeurs conditionnent les charges, les interprètes passent en revue des cartes soviétiques. Dans les camps, la troupe nettoie les armes, graisse les moteurs et écrit des lettres. Personne ne dit demain, mais tous le devinent. Quand les moteurs démarreront, l'histoire de l'Europe basculera d'un coup vers l'Est. À l'aube du 22 juin 1941, un long rugissement réveille les postes soviétiques. Sur des milliers de kilomètres, les artilleurs allemands tirent à l'unisson sur casernes, postes de commandement, dépôts de munitions et nœuds de communication. Quelques minutes plus tard, colonnes de chars et de camions démarrent comme une seule machine. L'opération Barbarossa a commencé. Les aérodromes de Biélorussie, d'Ukraine et des pays baltes reçoivent bombes et rafales. L'attaque simultanée vise un résultat décisif: détruire au sol des milliers d'avions soviétiques, neutraliser leur capacité de réaction et s'assurer la maîtrise de l'air dès le premier jour. On frappe pistes, alignement d'appareils sans abri bétonné, dépôts de carburant et ateliers. Beaucoup de pilotes soviétiques n'atteignent même pas leur cockpit. D'autres décollent sous le feu et s'écrasant. Quelques minutes, faute de coordination ou en infériorité tactique. L'effet psychologique est immédiat. La Luftwaffe semble partout, et sa présence transforme routes et gares soviétiques en zone de danger permanent. Au sol, le front n'est pas un mur uniforme, mais une chaîne de points forts séparés par des tronçons faibles. Les divisions Panzer s'infiltrent entre les divisions de couverture, roulent vers l'arrière et laissent à l'infanterie le soin de fermer les anneaux. Au nord, les colonnes progressent par la Lituanie et la Lettonie, franchissent la Dvina et pointent vers Leningrad. Au centre, la plus grande masse blindée traverse la Biélorussie en direction de Minsk et Smolensk. Au sud, les forces de l'Axe débouchent en Ukraine, regardent vers Kiev et le riche Donbass. En quelques jours, la carte change de couleur. Routes coupées, unités débordées, postes de commandement qui perdent le contact avec leurs subordonnés. L'armée rouge, surprise malgré les signaux, tente de réagir. Certaines unités se battent durement à la frontière. D'autres se disloquent sous l'effet d'ordres contradictoires, de pannes de communication ou d'un simple désarroi. Les instructions venues de Moscou arrivent tard ou s'annulent entre elles. Un général ordonne de tenir sur place. Un autre exige des contre-attaques immédiates, sans concentration de force. Dans ce désordre, les corps mécanisés soviétiques, encore incomplets et souffrant de problèmes de maintenance, roulent en cahotant vers le front. Ils manquent de radios, de pièces et d'essence. Leurs chefs ont peu d'expérience de la manœuvre interarmes. Même si les T-34 et KV surprennent par leur blindage et leurs canons, leur emploi fragmenté les empêche de changer l'équilibre de la première semaine.
L'encerclement de Minsk devient l'acte inaugural. Entre le 22 et le 24 juin, les groupes Panzer II et III rompent les défenses frontalières et pénètrent profondément, depuis le sud et le nord. Le 28 juin, la ville de Minsk tombe, et 2 jours plus tard, les pointes blindées se rejoignent à l'est de Minsk, refermant la pince et créant 2 poches, Białystok et Minsk. Le front occidental soviétique, armée 3e, 10e, 13e et des éléments de la 4e, sous Dimitri Pavlov, tente de résister aux groupes Panzer et aux 9e et 4e armées allemandes. Mais, au 9 juillet, il est défait. L'aviation bombarde alors routes et carrefours où tentent de fuir des colonnes soviétiques. Les prisonniers se comptent par centaines de milliers, et avec morts et blessés, les pertes dépassent 400 000 hommes. La surprise ne se mesure pas seulement en kilomètres conquis, mais en systèmes neutralisés. Le réseau ferré soviétique, à l'écartement différent, devient à la fois problème et opportunité. Pour les soviétiques, amener des réserves depuis l'arrière exige des réaménagements qui prennent du temps. Pour les Allemands, capturer gares et nœuds permet de couper des régions entières. Pour l'instant, la balance penche du bon côté. La coordination air-sol rappelle la France. Panneaux de signalisation au sol, fréquences radio dédiées et objectifs marqués sur des cartes mises à jour plusieurs fois par jour. Smolensk est l'objectif suivant. Après Minsk, les groupes Panzer II et III exploitent les brèches, tournent vers le sud et le nord et enferment de nouvelles formations. À nouveau, des centaines de milliers de soldats soviétiques se retrouvent pris au piège. Sur les périmètres d'encerclement, l'infanterie allemande combat maison par maison et bois par bois. À l'intérieur, des groupes soviétiques tentent de percer vers l'est, parfois avec un succès partiel, mais au prix de pertes énormes. Chaque poche ne détruit pas seulement des divisions, elle désorganise aussi leur chaîne de commandement, enlève l'artillerie et laisse les 16e, 19e et 20e armées soviétiques avec moins d'officiers expérimentés. Au sud, la situation est complexe par l'ampleur du front et la diversité des forces de l'axe. Le groupe d'armées sud comprend le premier groupe Panzer, les 6e, 17e et 11e armées, appuyés par la Luftflotte et les armées roumaines 3e et 4e. Sa mission ? Détruire le front sud-ouest soviétique et s'emparer des franchissements du Dniepr en direction de Kiev, puis Kharkov et la Crimée. Les paysans ukrainiens voient défiler des colonnes interminables. Les administrations soviétiques évacuent, quand elles le peuvent, usines et archives. D'autres fois, la vitesse de l'avance l'empêche. En route vers Leningrad, le groupe d'armées nord, commandé par Wilhelm von Leb, traverse les États baltes. Ici, la retraite soviétique alterne avec des sursauts de défense dans des villes et au franchissement de rivières. Le schéma général, pourtant, favorise les envahisseurs. Supériorité tactique, commandement plus flexible et meilleure synchronisation interarmes. Les premières semaines imposent une impression. La Wehrmacht a répété son départ fulgurant. Elle a détruit des milliers d'avions, capturé des centaines de milliers de prisonniers et brisé des défenses en profondeur. Les généraux allemands parlent avec assurance de délais et de prochains objectifs. Hitler passe d'une carte à l'autre et pousse des flèches vers Moscou, Leningrad et l'Ukraine. La presse du Reich célèbre des victoires historiques et suggère que la campagne pourrait se terminer avant la chute des feuilles. Dans les états-majors, pourtant, quelques officiers de l'intendance et du transport signalent l'usure. Pneus éclatés, moteurs surchauffés, consommation au-delà des prévisions. Ce n'est pas encore l'alarme, mais déjà une note en marge. Fin juillet, l'opération garde sa vitesse. Le front soviétique a été perforé puis tordu. Minsk puis Smolensk sont tombés. Les pays baltais sont presque franchis. Et en Ukraine, le Dniepr s'annonce comme la prochaine ligne de résistance. La clé reste la même. Maintenir l'élan, refermer d'autres poches, empêcher l'adversaire de reprendre haleine. L'offensive du 22 juin n'inaugure pas seulement une campagne, elle change l'échelle de la guerre. Le conflit cesse d'être ouest-européen pour devenir continental, avec des fronts qui exigent des millions d'hommes et des flux logistiques continus. Ce qui a commencé par l'artillerie à l'aube et le bombardement des aérodromes se confirme, jour après jour, comme une avancée irrésistible à travers la Pologne occupée,
la Biélorussie, l'Ukraine et les pays baltes. Forts de ces succès, les dirigeants allemands croient avoir validé leurs pronostics. L'URSS s'écroulera avant l'hiver. Mais la résistance croissante, les fissures logistiques et les choix stratégiques n'ont pas encore présenté toute la facture. À mesure que juillet avance, l'offensive allemande progresse encore, mais plus à la cadence des premières semaines. La résistance soviétique, loin de se dissoudre, s'épaissit. Et à chaque rivière, chaque forêt, chaque bourg important, surgissent des positions improvisées qui obligent les panzers à freiner, se déployer, réclamer un appui, puis reprendre la marche. Cette friction constante commence à manger le temps que la Wehrmacht croyait avoir en réserve. Staline, qui au départ a hésité et s'est cramponné à la prudence, adopte désormais un ton d'acier. Discours et ordre martèlent une idée fixe, défense totale. Des mobilisations massives sont déclenchées. On lève des divisions faites de recrues et de vétérans rassemblés. On envoie des commissaires affermir la discipline. Le mot d'ordre, pas un pas en arrière, devient mantra et menace. Les unités soviétiques tiennent davantage, contre-attaquent avec plus de discernement et troquent du terrain contre du temps. Parfois, elles abandonnent une ville en faisant sauter ponts et dépôts derrière elles. D'autres fois, elles se battent maison par maison pour saigner l'assaillant. Le résultat est le même. La vitesse allemande chute. En outre, la logistique allemande commence à dicter le tempo. Les lignes d'approvisionnement s'allongent de centaines, puis de milliers de kilomètres. Chaque litre d'essence qui atteint le front a franchi des rivières, des ponts rafistolés et des voies fraîchement converties. Les trains avancent avec le problème de l'écartement soviétique. Les brigades du rail travaillent sans répit, mais jamais au rythme des besoins. Le parc automobile souffre. Pneus éclatés, moteurs serrés, radiateurs en ébullition. Les ateliers de campagne font des miracles, mais le flux de pièces ne suit pas toujours. Dans les rapports d'intendance, surgissent des chiffres secs. Consommation au-dessus des prévisions, réserve au-dessous. Souhaitable. À cette tension s'ajoute un facteur que la doctrine allemande ne peut ignorer. Les partisans. À l'arrière, groupes soviétiques, militaires isolés et civils organisés commencent à saboter la ligne vitale de l'envahisseur. On fait sauter une section de voie ici, on incendie un dépôt là, on tend une embuscade à un convoi sur un chemin secondaire. Au début, cela ressemble à des incidents isolés. Puis leur fréquence oblige à détourner des troupes, créer des unités de sécurité et perdre du temps en opérations de ratissage. Un train retardé, une colonne dispersée ou une gare détruite sont de petites blessures qui, additionnées, rendent plus difficile le maintien de l'impulsion offensive. La Luftwaffe, maîtresse du ciel au début de la campagne, reste une arme décisive. Mais sa disponibilité n'est plus absolue. Les appareils accumulent les heures de vol, les pistes avancées demandent de l'entretien et les pièces tardent. La distance aux objectifs augmente, réduisant le temps sur cible et multipliant les besoins de ravitaillement. Parallèlement, la défense aérienne soviétique, plus brute qu'efficace, commence à gêner. La supériorité aérienne allemande persiste, mais coûte plus cher. Au sol, la géographie impose aussi sa loi. Les grands fleuves, Dniepr, Dvina, Desna, contraignent à des opérations soignées. S'emparer de ponts intacts devient prioritaire. À défaut, il faut déployer des pontons et les protéger de l'artillerie et des attaques nocturnes. Un franchissement peut consommer une journée entière et vider des dépôts d'essence. Forêts et marais, surtout en Biélorussie, canalisent l'avance par des couloirs prévisibles, bons pour la progression, mais désastreux s'ils sont défendus. Pendant ce temps, l'URSS affine sa réponse stratégique. Les Soviétiques ne se contentent pas de résister. Ils organisent leur arrière. Ils évacuent les usines avec plus de méthode, redistribuent les cadres et améliorent la coordination entre fronts. Les réserves ne sont plus lancées à la hâte, mais concentrées pour boucher des percées critiques. Par endroits, les contre-attaques ne sont plus suicidaires,
Elles visent à mordre des flancs blindés ou à forcer les Allemands à pivoter sur eux-mêmes. Le long été que Hitler espérait comme allié se mue en sablier. Les objectifs stratégiques restent à portée, mais plus à 2 pas. La machine allemande peut continuer à frapper, certes, mais à un rythme qui n'assure plus la désarticulation totale de l'ennemi en quelques semaines. Dans les QG du Reich, certains généraux réclament de concentrer l'effort au centre pour foncer sur Moscou. D'autres insistent pour sécuriser les flancs et les ressources du Sud. Ce débat stratégique est le symptôme d'une réalité qui se dessine. La campagne rapide se complique. Au début d'août 1941, l'offensive allemande semble avoir 2 âmes qui tirent en sens opposé. L'une pousse vers Moscou, convaincue que prendre la capitale brisera la colonne vertébrale soviétique. L'autre regarde vers le sud, avide de l'Ukraine, du Donbass et, plus loin, du pétrole du Caucase. Sur la carte, les 2 voies paraissent possibles. En réalité, le Reich n'a pas des ressources infinies pour poursuivre les 2 avec la même force. Ce qui suit est une série de décisions qui, mises bout à bout, dissipent la clarté initiale et poussent la Wehrmacht sur un chemin d'usure qu'elle n'avait pas prévu. Le premier grand virage, c'est Kiev. Après les encerclements de l'été, le groupe d'armées centre a profondément avancé en Biélorussie vers Smolensk, ouvrant le couloir vers Moscou. Beaucoup de généraux opérationnels, la capitale à portée, demandent de garder la pression plein Est. Mais Hitler, fidèle à son instinct économique et idéologique, ordonne de détourner des forces du groupe centre vers le sud pour fermer une immense poche autour de Kiev. Le raisonnement est double. Sécuriser le flanc, capturer des ressources et détruire d'autres armées soviétiques avant d'aller sur Moscou. Opérationnellement, la manœuvre fonctionne. L'énorme pince refermée sur Kiev piège des centaines de milliers de soldats soviétiques et représente l'un des plus grands encerclements de la guerre. Stratégiquement, le prix à payer, c'est du temps et du carburant perdus pour la route de Moscou, précisément quand l'horloge des saisons commence à tourner à l'envers. Ce détour reconfigure le calendrier. Pendant que les colonnes du Sud se glorifient de prises et de bulletins ronflants, le chemin vers la capitale refroidit. Les Soviétiques, meurtris mais pas brisés, utilisent ces semaines pour recomposer des lignes, amener des réserves et préparer de nouvelles défenses. Quand la pression vers Moscou reprend enfin, ce n'est plus la fin de l'été, c'est le seuil de l'automne, avec son mot honni par les logisticiens de l'Est, Rasputitsa, qui se profile. La Rasputitsa, c'est la boue qui avale les véhicules, des routes transformées en rivières d'argile, des ponts qui cèdent sous les camions surchargés. Les pluies d'automne convertissent la plaine en labyrinthe poisseux. Les panzers, conçus pour la vitesse et la manœuvre, avancent désormais au pas de charrette. Les camions dérapent, les chevaux s'enfoncent. Une opération fondée sur la vitesse découvre soudain que parcourir 100 km peut prendre des jours. Les sapeurs travaillent sans relâche, posant des madriers, améliorant les drains, installant des pontons. Malgré tout, chaque mètre coûte. La Luftwaffe souffre aussi. Pistes boueuses, visibilité réduite, temps de maintenance qui explose. La supériorité aérienne ne disparaît pas, mais elle se traduit moins en appui constant. La logistique, déjà tendue, devient un casse-tête en 3 dimensions. Convertir les voies au gabarit européen exige du temps et de la main-d'œuvre. Sans ces rails, les trains de ravitaillement restent loin du front. Les camions tentent de combler le vide et y laissent leurs âmes. Transmissions brisées, châssis tordus, pneus en lambeaux. Sur des itinéraires saturés, une panne bloque des colonnes entières. Le carburant, abondant en juin, devient monnaie rare. Les commandants doivent choisir. Ravitailler les pointes blindées ou garder l'infanterie en marche. Appuyer un secteur à l'artillerie ou conserver des munitions pour le prochain obstacle. Chaque choix réduit la marge du suivant. Et comme si la boue ne suffisait pas, l'ennemi n'est plus celui de juin. L'armée rouge, avec de nouveaux cadres et des leçons apprises à la dure, défend de façon plus échelonnée. Elle n'arrête pas toujours les panzers, mais les bloque sur des points clés, leur refuse des itinéraires directs et surtout
leur impose dépenses sur dépenses d'essence et de munitions pour progresser. Les contre-attaques, moins massives et plus chirurgicales, mordent les flancs, détruisent des ponts et obligent les colonnes à tourner court. L'artillerie soviétique, mieux concentrée, harcèle zones de rassemblement et carrefours vitaux. Dans les bourgs, des groupes armés de fusils anti-chars et de cocktails Molotov transforment des carrefours en pièges. Tout cela additionne minutes, heures, jours. Arrive alors l'étape la plus cruelle du calendrier, l'hiver russe. De la plupart des officiers allemands, le plan original évitait d'en arriver là. La campagne devait être réglée avant les neiges. Ce qui resterait à liquider ne serait que des débris. La réalité change le scénario. À la fin de l'automne, les températures chutent brutalement. Les premières gelées durcissent la boue, mais arrivent vite glace et neige. Le thermomètre descend à -20, -30 degrés par endroit. Ce qui n'était qu'une avance lente se transforme en survie au quotidien. Le froid mord la chair et la mécanique. Les armes gèlent, lubrifiants et huiles s'épaississent, les culasses se collent, les percuteurs faiblissent. Les moteurs, s'ils ne sont pas tenus au chaud par des tours de garde interminables, refusent de démarrer le matin. Les batteries meurent. Les soldats, équipés pour des campagnes courtes d'été et d'automne, improvisent avec des couvertures, du papier, de la paille dans les bottes. La pénurie d'habits adaptés brise le mythe d'invincibilité plus vite que n'importe quel discours ennemi. Les doigts s'engourdissent au point de ne plus sentir la détente. Les tours de garde nocturnes deviennent des supplices. La maladie arrive. Gelure, pneumonie, grippe. Les hôpitaux de campagne se remplissent de pertes qui ne viennent pas du feu. Dans les PC, le moral vacille. La promesse d'une campagne courte s'est évanouie. À l'horizon, une ligne blanche sans fin. Les bulletins ne listent plus des poches refermées, mais tenir les positions, repousser des contre-attaques et attendre le ravitaillement. La Luftwaffe, limitée par le climat et l'usure, ne peut compenser la faible mobilité au sol. En face, l'ennemi semble au contraire adapté. Les troupes sibériennes qui arrivent dans la zone centrale sont équipées de parkas, bottes de feutre, skis et camouflage d'hiver. Leurs fusils et mitrailleuses, graissés correctement, fonctionnent. Et surtout, ils se battent avec l'énergie de ceux qui défendent leur capitale. Les lignes allemandes, étirées à l'extrême, deviennent vulnérables. Une compagnie qui couvrait 1 kilomètre en couvre désormais 3. On bouche les trous avec des batteries isolées, des pelotons de l'arrière, des services transformés en infanterie. Toute pénétration soviétique, même modeste, menace routes d'approvisionnement, dépôts ou postes de commandement. Les partisans à l'arrière n'hibernent pas. Ils font encore exploser des voies, incendient des dépôts et tentent des embuscades dans des forêts où le son se perd sous la neige. Chaque train perdu, c'est une semaine d'essence en moins. Chaque convoi détruit, une batterie d'artillerie de moins en première ligne. Le froid en réussit la coordination. Radio aux batteries faibles, antennes couvertes de givre, opérateurs aux doigts raides. La chaîne de commandement, déjà éprouvée par la distance, se rompt au pire moment. Les sapeurs luttent pour garder des pistes praticables. Les cuisiniers peinent à réchauffer les rations. Les médecins manquent de fournitures de base pour traiter gelures et blessures qui s'infectent vite. L'air lui-même semble un ennemi de plus, invisible et tenace. Psychologiquement, le choc est rude. L'image d'un ennemi vaincu en été contraste avec un adversaire qui contre-attaque en hiver. Les soldats allemands, qui espéraient se reposer dans des villes conquises, se retrouvent à creuser des tranchées dans un sol gelé, à monter des abris de planches et de bâches, à tenter d'allumer des poêles avec une essence rationnée. La phrase « à la maison avant Noël » devient une plaisanterie amère. Les lettres parlent de froid, de bottes qui ne sèchent pas, de doigts insensibles, de nuits où une erreur coûte la vie. Rien de tout cela ne signifie que la Wehrmacht s'effondre d'un coup. Dans de nombreux secteurs, sa discipline et son expérience maintiennent des lignes cohérentes. Ses officiers, malgré les désaccords avec Hitler, organisent des défenses échelonnées et des contre-attaques locales pour boucher les brèches. Mais l'élan offensif qui définissait Barbarossa s'est éteint. La machine qui vivait de la vitesse est ancrée par le climat, la logistique et un ennemi qui ne cède plus l'espace aussi facilement. Début décembre 1941,
alors que le thermomètre mord déjà sous les -20 degrés. L'offensive allemande sur Moscou, l'opération Typhon, est à bout de souffle. Les pointes blindées ont aperçu par endroits la lueur de la capitale à l'horizon hivernal, mais elles manquent d'essence, de munitions et d'habits. Les divisions sont amaigries par des semaines de marche et de combat. Les moteurs lâchent, les armes gèlent. En face, l'URSS a serré les dents et réuni, au prix de grands sacrifices, une réserve décisive. Le moment est venu d'inverser le courant. Depuis le haut commandement soviétique, Georgi Zhukov et d'autres organisent une réponse à l'échelle du continent. Le plan ne cherche pas une percée éclair, mais à repousser les Allemands loin de la capitale, à user leurs unités et à montrer que le mythe de leur invincibilité a des limites. La pièce la plus visible de cet effort, ce sont les troupes sibériennes et d'Extrême-Orient, aguerries aux climats extrêmes, avec équipements divers complets et pratiques du combat en neige. Leur arrivée renforce les secteurs clés, apporte une infanterie fraîche, une artillerie bien dotée en munitions et des unités de ski capables d'aller là où les véhicules s'embourbent. Le 5 décembre 1941, les fronts soviétiques autour de Moscou ouvrent le feu et avancent. Ce n'est pas un seul coup. C'est une série d'attaques coordonnées sur un large arc, de Kalinin au nord, en passant par Klin, Solnechnogorsk, Istra et Volokolamsk, jusqu'à Toula au sud. Les premiers gains sont modestes, mais significatifs. Là où les Allemands ont des compagnies couvrant des tronçons qui exigeraient des bataillons, les Soviétiques trouvent des failles. Là où la défense tient par l'improvisation et des ordres de tenir coûte que coûte, la pression continue force au repli. Les baïonnettes blanches s'enfoncent, littéralement, dans des lignes amincies d'un ennemi qui, pour la première fois à l'Est, subit des poussées soutenues sans pouvoir répondre par les contre-attaques blindées du manuel. La surprise tactique n'est pas totale, mais la force et la constance, si. Les unités sibériennes attaquent en bottes de feutre, parka, camoufle blanc et à ski. L'artillerie, préparée au froid, tient des cadences élevées. Les mortiers tonnent dans des villages gelés. L'aviation soviétique, plus limitée, profite des fenêtres météo pour harceler rassemblements et carrefours. En parallèle, les partisans redoublent de sabotage à l'arrière allemand, coupant des voies et tendant des embuscades aux convois qui essaient de soutenir la ligne. Dans de nombreux secteurs, la retraite allemande n'est pas une déroute, mais une chaîne de replis pressés. D'abord sur le prochain village défendable, puis sur la rivière suivante, enfin sur une ligne tracée au crayon sur la table d'opération. Problème, cette table est sous tension politique. Le 19 décembre 1941, Hitler prend le commandement direct de l'armée de terre, après avoir écarté Walter von Brauchitsch. Ce n'est pas un geste symbolique. Il dicte dès lors plus souvent des ordres opérationnels, surtout un. Interdiction des retraites significatives sans son autorisation. Le pas un pas en arrière devient consigne politique du Führer à ses généraux et se heurte à la réalité du terrain. Plus d'une fois, tenir signifie sacrifier des unités entières qui auraient pu être sauvées par un repli à temps. Le climat, loin de s'équilibrer, accentue l'avantage du défenseur mieux préparé. Les Soviétiques utilisent des traîneaux pour acheminer munitions, des skis pour reconnaître et déborder, et l'expérience de troupes qui opèrent par des températures paralysantes pour l'adversaire. Leurs armes sont graissées avec des lubrifiants adaptés. Leur couverture et capote évitent des pertes massives par gelure. Quand la visibilité tombe, ils avancent par forêts et dépressions, guidés par des locaux ou des éclaireurs connaissant le terrain. Des patrouilles nocturnes, silencieuses sur la neige, se glissent entre les positions, coupent des câbles, capturent des prisonniers et sèment l'incertitude. Stratégiquement, la contre-offensive a deux effets immédiats. D'abord, elle sauve Moscou. La capitale ne tombera pas cet hiver. Sa valeur est politique, économique et psychologique. Le centre de commandement, le réseau ferré et l'industrie locale restent soviétiques. Ensuite, elle oblige la Wehrmacht à encaisser une réalité nouvelle. Elle ne dicte plus le rythme sur tout le front. À mesure que décembre devient janvier 1942, les flèches sur les cartes allemandes, toujours pointées vers l'Est, commencent à se courber vers l'Ouest sur plusieurs secteurs. Hitler réagit par l'intransigeance et la centralisation.
Il refuse d'autoriser de larges retraits, relève des commandants partisans de manœuvres élastiques et ordonne de tenir des positions qui, sur le terrain, sont intenables. Le résultat est amer. On sauve certains points au prix de pertes élevées. Ailleurs, les ruptures soviétiques deviennent des saillants qui compliqueront plus tard toute la ligne. Pour les soldats allemands, le message est clair: tenir ou mourir. Pour les soviétiques, la lecture s'inverse. Pour la première fois, l'ennemi semble enchaîné à sa propre doctrine politique, ce qui ouvre des opportunités opérationnelles. La contre-offensive ne transforme pas tout le front en retraite allemande désordonnée. Sur de nombreux secteurs, les défenses de l'axe se stabilisent dans la rudesse hivernale, grâce à la discipline, au commandement intermédiaire et à une artillerie encore efficace. L'armée rouge souffre aussi. Avancée dans une neige profonde, avec des logistiques étirées et un parc motorisé éprouvé à un prix. Mais l'objectif stratégique est atteint: ôter la menace immédiate sur la capitale et montrer qu'avec préparation et réserve, la Wehrmacht peut être bousculée. C'est le premier grand palier sur la route de Barbarossa. La preuve que le monstre allemand saigne, que le climat et la volonté peuvent briser l'inertie de la Blitzkrieg, et que le front de l'Est ne sera plus un théâtre de victoires rapides, mais une lutte prolongée où chaque saison pèse autant qu'une armée. Dans ce nouveau décor, la contre-offensive de décembre 1941 est plus qu'une poussée. C'est le début du long reflux. Quand la contre-offensive soviétique de décembre 1941 repousse la Wehrmacht loin de Moscou, il change en Europe quelque chose de plus profond qu'une ligne de front. Le mythe de l'invincibilité allemande se brise. Pendant 2 ans, le Reich a enchaîné des victoires éclairs. Varsovie, Paris, Belgrade, Athènes. Barbarossa semblait voué à répéter cette séquence à plus grande échelle. Le coup d'arrêt devant la capitale soviétique dément la narration. À Berlin, la propagande cherche de nouvelles formules. On ne promet plus des campagnes courtes, mais une résistance héroïque face à l'hiver et à des hordes innombrables. Pour les Alliés, le message est inverse. L'Allemagne peut être stoppée, sa machine a des limites, son calendrier peut se briser. La guerre à l'Est change de nature. Ce qui a commencé comme une offensive de choc devient un conflit d'usure brutale. Les Allemands avaient l'initiative et la capacité de concentrer des forces sur des secteurs décisifs. Désormais, ils font face à des distances énormes, à une URSS qui a prouvé qu'elle pouvait lever de nouvelles armées et à un climat qui punit chaque retard. L'industrie soviétique, qui a péniblement entamé son évacuation en été, produit déjà des T-34, canons, munitions et camions. Les pertes sont gigantesques des 2 côtés, mais le facteur déterminant est la relève. L'État soviétique montre qu'il peut remplacer hommes et matériel à un rythme que l'Allemagne, sous blocus, ne peut égaler. À partir de 1942, les opérations cessent d'être des courses pour devenir des moulins. Offensives qui engloutissent des ressources pendant des mois, défenses préparées en couches et batailles qui décident peu à elles seules, mais épuisent celui qui ne peut soutenir l'effort. Dans ce cadre, les politiques d'extermination raciale dans les territoires occupés s'accélèrent et deviennent système. Barbarossa n'était pas qu'un plan militaire. Il embarquait un programme idéologique. La guerre raciale prévue dans des directives et ordres secrets se traduit en actes. Exécution massive de juifs par les Einsatzgruppen et des collaborateurs, assassinats de commissaires politiques, déportations, famine délibérée dans des villes assiégées et des camps de prisonniers. L'arrière occupé est organisé pour extraire ressources et main-d'œuvre, et en même temps, pour anéantir des communautés entières jugées ennemies. Ces décisions ne sont pas seulement des crimes, elles ont aussi un effet militaire. Elles nourrissent la résistance locale, multiplient les partisans, ferment toute porte à une collaboration durable avec des populations qui auraient pu être neutres, voire hostiles à Moscou. Au lieu de pacifier, la violence indiscriminée transforme chaque forêt en refuge de saboteurs et chaque village en relais de renseignement pour l'armée rouge. Le front de l'Est, par sa dimension et sa férocité, éclipse les autres. À partir de 1941 à 1942,
l'Europe orientale absorbe la majorité des divisions allemandes, ses meilleures formations blindées et une part énorme de son aviation. Elle consomme aussi ce qu'il y a de plus précieux: carburant, munitions, pièces, cadres vétérans. Les campagnes en Afrique du Nord, par exemple, se battront toujours avec ce qui reste, après priorité à l'Est. Cette concentration a un effet multiplicateur. Chaque revers sur le front soviétique se traduit par des vulnérabilités globales du Reich. Quand les approvisionnements ferroviaires déraillent, sabotage ou simple saturation, toute la chaîne souffre. L'économie allemande, déjà sous tension, doit nourrir plusieurs guerres en une seule. Mais l'Est dévore les ressources comme aucun autre théâtre. Côté soviétique, les gains sont stratégiques et symboliques. Moscou tient. Le réseau ferré de la capitale continue d'irriguer. Le gouvernement conserve son centre politique. La propagande soviétique exploite le succès. La Grande Guerre patriotique cesse d'être un slogan défensif pour devenir une promesse de victoire. L'armée, encore maladroite dans bien des domaines, gagne en confiance. Les cadres apprennent, au prix de pertes insupportables, à combiner infanterie, artillerie, chars et, quand le temps le permet, aviation. Des fronts se consolident, des procédures se standardisent, de la pose des mines à l'emploi des batteries Katyusha. Chaque mois de résistance permet aussi à la production relocalisée de croître, aux cadres de s'entraîner, à la logistique de se stabiliser en hiver grâce aux traîneaux et à des chemins de fer moins bombardés. L'Europe occupée ressent le tremblement. Dans les Balkans, en Pologne, en Biélorussie, en Ukraine, la résistance se fait plus audacieuse. Les succès soviétiques et la preuve que l'Allemagne n'est pas invincible stimulent sabotage, réseaux clandestins et coopération avec les services alliés. En Finlande et en Roumanie, la guerre de l'Est dicte aussi l'agenda national. Pertes et limites de leurs propres capacités deviennent plus visibles. À Londres et Washington, le calcul stratégique s'affermit. Soutenir l'URSS n'est pas un chèque en blanc. C'est un investissement qui use l'ennemi principal. Pré-bail se justifie davantage. Si ses effets matériels se voient surtout en 1942-1943, son soutien politique naît de cet hiver. Enfin, l'économie et la société allemande entrent dans une autre phase. Soutenir l'Est exige davantage de mobilisation industrielle, plus de main-d'œuvre, plus de mesures extraordinaires. Les importations soviétiques de 1939-1941, qui soulageaient certains goulets d'étranglement, ont disparu. L'agriculture doit rivaliser avec l'industrie pour les travailleurs. Le rail se consacre au train militaire. Les villes subissent le rationnement. Si le plan était de conquérir des ressources pour desserrer le blocus, le bilan de 1941 est à l'inverse. L'invasion ouvre une plaie qui saigne des ressources sans tarir la source promise. Dans ce paradoxe, la guerre change de phase. Ce n'est plus un coup audacieux qui règle tout, mais une épreuve d'endurance où l'emportera celui qui tiendra et produira le plus. Le solde immédiat de Barbarossa, en résumé, tient en 4 lignes. Premièrement, l'aura d'invincibilité allemande se brise. Deuxièmement, le front de l'Est devient le grand gouffre à hommes et à matériel de toute la guerre. Troisièmement, l'idéologie conduit à des politiques criminelles qui enflamment la résistance et rendent impossible une occupation stable. Quatrièmement, loin de s'effondrer, l'URSS entre dans une dynamique de mobilisation totale qui, avec le temps, inversera l'équilibre. L'opération Barbarossa avait été conçue comme une conquête éclair. Elle finit par être la plus grande erreur stratégique de Hitler. Elle a rompu l'équilibre mondial, allumé le front le plus meurtrier de l'histoire et marqué le début de l'écroulement du Troisième Reich. Une invasion pensée pour dominer l'Est qui finira par ensevelir l'Empire nazi.